Vous le voyez, on n'y est pas. Alors, je compte sur vous. Bonjour, bienvenue à Géopol. Nous allons traiter dans cet épisode les points chauds de ce premier semestre 2019 à travers le monde. Et pour discuter de ces divers points chauds, je reçois Tancred Besse. Bonjour. Bonjour Richard. Tancred Besse, donc diplômé de Sciences Po Paris et professeur en prépa Sciences Po et chroniqueur dans plusieurs revues et spécialiste un peu de tous ces sujets. Voilà, donc les points chauds sont connus. Nous allons commencer par l'actualité la plus chaude. Il s'agit donc du conflit entre l'Iran et les États-Unis qui dure depuis un certain temps mais qui s'accentue. Donc le Moyen-Orient, avec tout ce qui va avec, la géopolitique de la région. Nous enchaînerons sur la guerre économique que mène Donald Trump à travers le monde, et particulièrement contre la Chine, et ses conséquences bien sûr sur l'Europe. Et puis pour terminer, bien évidemment, par l'Europe et les conséquences des résultats des élections européennes et surtout du rôle de l'Allemagne qui est accusée d'être hégémonique, notamment économiquement, dans cette Union européenne. Voilà, donc pour commencer, on commence bien sûr, donc, comme on l'a dit, par ce conflit qui est très chaud et qui provoque des incidents entre les États-Unis et l'Iran ces derniers temps. Oui, et qui occupe un peu le devant de la scène internationale, et surtout le sommet du G20 qui vient de commencer à Osaka. On va avoir l'occasion d'en reparler. Alors, il y a eu des accrochages récemment, chacun accuse l'autre, bien évidemment, je rappelle un peu les faits, il y a eu deux navires... le 13 juin dernier. Voilà, donc deux pétroliers qui ont été attaqués par des torpilles, il me semble. Ou des mines ventouses. Alors ça, pas trop, oui. les faits sont un peu flous. Voilà, chacun accuse l'autre. Voilà, on accuse les Iraniens d'avoir posé des mines ventouses. Les Iraniens disent c'est pas nous. Enfin, on ne sait pas trop. Les Américains ont d'ailleurs, on va dire, fourni une vidéo montrant ce qu'ils disent être une vedette des Pasdaran, c'est-à-dire la milice islamique du régime iranien. Les gardiens de la révolution. Les gardiens de la révolution, en train de récupérer ce qui serait une mine ventouse sur l'une des parois d'un des deux tankers. Enfin, tout le monde sait que ce genre de vidéo, ça peut se monter. Tout le monde sait que les Américains ont déjà fabriqué, comme ils ne sont pas les seuls, comme beaucoup d'autres, ça c'est une guerre de propagande, lorsqu'il y a un conflit de ce genre. Chacun fabrique des preuves. Est-ce qu'elles sont vraies, elles ne sont pas vraies? On en sait. En réalité, on va pas, ça ne sert peut-être à rien de rentrer dans le débat de savoir si c'est vrai ou pas, parce qu'il y a un conflit entre deux puissances, et puis chacun va accuser l'autre. Il y aura probablement des provocations, on ne sait pas. Certains peuvent imaginer des agressions pour en accuser l'autre. Enfin, tout ça, toute cette guerre. Ce qu'on appelle les fameuses opérations sous faux drapeau, ou éventuellement l'intervention d'un tiers extérieur. On ne sait jamais. Bien sûr, aussi. Qui aurait intérêt à susciter une montée de la tension entre l'Iran et les États-Unis. Absolument. Rappelons on ne peut pas non plus dédouaner bien sûr, parce que rappelons que les abord, Américains ont des alliés dans la région qui sont beaucoup plus va-t-en-guerre que l'administration américaine. Je fais allusion à l'Arabie Saoudite, par exemple, ou à Israël, qui poussent les Américains vers le conflit. Donc tout ça est compliqué, on ne sait pas. Donc comme on ne sait pas, on ne va pas s'attarder sur ça, parce que finalement c'est un peu accessoire. Oui, parce que les gens ont parlé, les commentateurs ont parlé, et sans doute beaucoup trop rapidement, avec un sens de la comparaison un peu erroné, du fameux incident du golfe du Tonkin, qui avait été une sorte de prétexte pour accroître on va dire l'aide américaine au Sud-Vietnam et en fait déclencher ce qui est devenu la guerre du Vietnam. Oui, enfin, de toute façon, on ne compte plus les guerres dans l'histoire qui ont été provoquées par des faux incidents qui étaient des incidents un peu montés de toutes pièces. Bon, ça,
dans tous les cas, si les Américains voulaient attaquer l'Iran, s'ils avaient vraiment la volonté d'attaquer l'Iran, ils l'auraient fait. Hein. Donc il y a beaucoup de... Alors, chacun montre ses muscles. Il y a beaucoup de bluff et beaucoup de diplomatie là-dedans. Pour comprendre le conflit, pour comprendre de quoi il s'agit exactement, parce que on entend toutes sortes de commentaires sur cette affaire, mais souvent subjectifs. Il y a les intellectuels, les historiens et les spécialistes de ces régions qui sont très anti-américains. Il y en a qui ont de la sympathie pour l'Iran, il y en a qui n'en ont pas. Alors il y a les deux extrêmes d'ailleurs. Hein. Il y a ceux qui sont contre pour diverses raisons et donc qui vont immédiatement mettre tous les torts d'un côté. Alors rappelons les faits. Rappelons tout d'abord il y a 2 points très importants. Le premier, d'abord, on va commencer par rappeler de quoi il s'agit, hein, qui est l'Iran. Quel est le régime iranien? D'où vient-il? Parce que ça fait un certain temps qu'on nous explique qu'il faut aider les Iraniens, que l'Iran, on nous présente presque l'Iran comme un pays modéré, formidable, démocratique, etc. Alors rappelons tout de même qui est l'Iran, les antécédents, parce que la mémoire, parfois, elle est chez certains très courte. Donc, on revient en 1979. Pour résumer brièvement, l'Iran est alors dans un régime de type monarchique, celui des Pahlavis, et en l'occurrence Mohammad Reza Shah, le dernier Shah d'Iran, qui à l'époque est théoriquement un allié des Occidentaux, qui occidentalise d'ailleurs beaucoup l'Iran, comme toute proportion gardée, la Turquie l'avait fait à partir des années 20, des années 30, et puis surtout à partir de son adhésion à l'OTAN. Et l'Iran, à l'époque, était l'un des relais des puissances occidentales en plein milieu de la guerre froide. Or, il y a une très forte poussée, c'est sans doute la première poussée de ce que l'on a appelé après le réveil islamique, une forte poussée islamiste chiite, avec comme figure de proue le bien connu Ayatollah, docteur interprétant le Coran, docteur de la loi chiite, Khomeini, Ruhollah Khomeini. Khomeini qu'on avait d'ailleurs hébergé en France quelques années pendant son exil. Sauf que maintenant que les archives sont ouvertes, les archives de la CIA, les archives du Quai d'Orsay sur ces sujets, enfin remarquez non, le Quai d'Orsay c'est pas encore ouvert, c'est les archives de la CIA, pardon, je vais pas dire, je corrige ce que je viens de dire. On sait que il y a le retour de Khomeini. En fait, d'abord on sait que Khomeini n'était pas si connu que ça en Iran, que les islamistes étaient loin d'être majoritaires. Et que le retour de Khomeini en France s'est fait grâce à la CIA et à la France qui l'hébergeait. Donc maintenant c'est prouvé. Donc, parce que les Américains étaient un peu mécontents du Shah d'Iran, leur allié, comme vous venez de le rappeler. Ils ne le trouvaient pas fiable et on finit par plus ou moins le lâcher ou laisser la bride sur le cou. On ne va pas faire l'émission sur l'histoire de la révolution iranienne, mais rappelons rapidement que c'était leur allié. Il avait des relations diplomatiques avec Israël. C'était un pays musulman officiellement, mais en réalité, le Shah d'Iran avait laïcisé pas mal son pays. Juste avant la Révolution, il avait même fait voter une loi autorisant aux non-musulmans de devenir des députés et à atteindre les plus hautes fonctions de l'État, ce qui n'est pas rien dans un pays musulman. Ce qui n'est pas rien. Il y a une toute petite, d'ailleurs, subsistance actuelle, puisque dans le Parlement iranien, il y a 5 sièges réservés aux minorités confessionnelles, donc les zoroastriens, les chrétiens et les juifs. Les chrétiens, ce sont les Arméniens qui sont à la frontière, donc effectivement il y a une communauté arménienne. Bon, alors il y a ça, et donc les Américains, l'administration, on dit les Américains, on va revenir sur ce phénomène de toujours dire les Américains. En réalité, c'était l'administration Carter, donc les démocrates avaient pensé à l'époque, ce qui ne faisait pas l'unanimité dans l'administration américaine, avait pensé que le Shah, leur échappant un peu, on pouvait le faire sauter, pardon pour l'expression, et puis le faire remplacer comme ça, en un claquement de doigts, par un autre régime encore favorable aux États-Unis. Et que l'administration Carter supposait tout aussi manipulable que l'administration, plus tard Reagan, supposera les moudjahidines anti-soviétiques en Afghanistan. Absolument. Manipulables. On a bien vu quel retournement de côté sunnite ça a pu donner dans les années 90. Donc en fait, et là, c'est la même chose. C'est la même chose. Il pensait que Khomeini était un charlot qu'on pouvait manipuler et placer quelqu'un au pouvoir. Bref, sans rentrer dans les détails, tout ça n'a pas marché, on connaît le résultat. Il se trouve qu'aujourd'hui,
l'Iran est une république islamique. Une théocratie, ni plus ni moins. D'ailleurs, qu'il y a vraiment, pour clarifier les termes, une confusion totale entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Le guide suprême, le deuxième, l'actuel, c'est Ali Khamenei, qui a été choisi par le premier, l'ayatollah Khomeini. Le guide suprême est le véritable chef de l'État iranien. Et c'est un chef qui est d'abord religieux, et le religieux a le contrôle de la politique. D'accord. Le président de l'Iran, en fait, n'a pas tous les pouvoirs. Il dépend du chef suprême religieux. Et de toute façon, à l'exception de Mahmoud Ahmadinejad, le précédent président, maintenant c'est Hassan Rouhani, ils étaient tous, comme le guide suprême, religieux. Et donc, alors, la démocratie en Iran, c'est une démocratie qui consiste à choisir entre 2 islamistes, ou 3 islamistes, ou 4 islamistes. Donc en fait, ce n'est pas une démocratie, puisqu'il n'y a pas de pluralisme. Et on vote, effectivement, il y a des élections, mais on vote pour choisir si le turban blanc ou le turban noir, en gros. D'ailleurs, en fait, voilà, c'est une espèce d'erreur ou de biais que l'on entend très souvent dans les analyses occidentales de la question iranienne. C'est le fait de dire qu'en fait, il y a 2 courants qui seraient radicalement opposés, or ce n'est pas vraiment le cas, dans les cercles dirigeants iraniens, le courant des réformateurs ou des réformistes et le courant dur, le courant conservateur, le courant intégriste. Or, en fait, c'est une opposition, on va dire, de détail. Les 2 tendances, on dit que Rouhani est plutôt un modéré ou un réformiste, alors que Ahmadinejad, le précédent, était un dur. Or, voilà, c'est une question de moyens et en aucun cas une question de fin et d'objectif, puisque c'est la même chose, la révolution islamique, dans sa tendance chiite, et la sauvegarde du régime. Oui, mais c'est exactement comme si on comparait Staline et Khrouchtchev. Effectivement, Staline était un peu plus dur que Khrouchtchev, mais enfin, le régime soviétique n'a pas beaucoup changé sous Brejnev. C'était pas non plus la grande démocratie. Et voilà. Et c'est un débat sans fin, ça. C'est comme si on comparait, on disait Otto Strasse était plus modéré qu'Hitler. Enfin bon, non, parce que moi j'ai entendu déjà parler d'islamistes modérés. C'est comme si on vous disait il y a des nazis modérés. Ça fait 20 ans qu'on nous le dit pour l'AKP, qui est au pouvoir depuis 2000 en Turquie, donc avec Erdogan. Oui, c'est parti islamiste modéré. C'est à eux que je faisais allusion. Contradiction dans les termes. Ça veut dire islamique extrémiste modéré. Comment peut-on être à la fois extrémiste et modéré simultanément? La question est posée. Donc, voilà pour l'Iran. Sauf que ce grand pays musulman, d'abord, n'est pas un pays arabe, et surtout, c'est un pays musulman qui, sous le Shah d'Iran, s'était beaucoup développé, avait une classe moyenne très importante, très éduquée, très bien formée. Un système universitaire extrêmement performant. Et vous connaissez comme moi, nous avons eu le plaisir de connaître un ancien ministre de l'économie que j'ai reçu dans cette émission, d'ailleurs, Ouchang Afandi, absolument. Voilà. Et donc, c'est un pays puissant, donc, qui a été affaibli, en fait, par le régime islamiste au point de vue économique et scientifique, parce que, en fait, c'est devenu un pays, donc, non seulement islamiste, mais corrompu. On en parlera dans quelques minutes. Oui. Mais le régime islamiste en Iran, et c'est là le problème, ce n'est pas que juste un régime totalitaire, c'est surtout un régime qui a une stratégie géopolitique de la région, c'est-à-dire qu'ils ont une vision impérialiste dans la région et agressive. J'entends par là que, en fait, un conflit entre les Perses et les Arabes date de plusieurs siècles, mais là, l'Iran... Entre les chiites et les sunnites aussi. Mais vous savez que les Perses ont adopté le chiisme, pas par hasard. Par réaction aux Arabes. Voilà. Et donc... il se trouve donc que ce pays développe une sorte d'impérialisme assez agressif dans la région et essaye de se partager le pouvoir avec la Turquie. Et quand je dis partager, c'est à celui qui en a le plus. Voilà, c'est un partage de yens, c'est-à-dire que c'est pas une alliance objective entre les deux, entre la Turquie sunnite, elle aussi très impérialiste, mais dans un sens un peu ce qu'on appelle néo-ottoman, et l'Iran. Non, là c'est plus une donc rivalité. Ils essaient de former une espèce de cercle qui va de l'Iran jusqu'à Israël, en passant par l'Irak, la Syrie et le Liban. Pour encercler un peu, enfin ils coupent le monde arabe en deux, ils encerclent les 2 puissances sunnites, à savoir la Turquie et l'autre qui n'est pas vraiment une puissance, qui est l'Arabie Saoudite, qui est une puissance financière, mais pas du tout militaire. En fait, l'un des piliers de la stratégie
iranienne, c'est de se reposer en fait sur les minorités chiites des différents pays. Absolument. Et vous en parlerez tout à l'heure, en particulier le Hezbollah libanais, et pas uniquement d'ailleurs. Bien sûr. Non, mais en Syrie, sur des alliés comme le régime Assad, qui n'est pas chiite d'ailleurs, on dit souvent, en réalité, c'est une secte alawite qui est issue du chiisme, mais qui en est très loin. Ce ne sont pas des islamistes d'ailleurs. Oui. Bon. Donc voilà pour l'Iran. Et pourquoi cela inquiète les États-Unis? Parce que l'Iran n'est ni un allié pour l'Occident, ni un allié des Américains, en premier chef, mais encore moins de l'Occident. L'Iran joue sa carte, s'appuie sur la Chine, avec laquelle les États-Unis ont des conflits économiques, on y viendra, et nous aussi, forcément, on va y arriver. Essaye de s'appuyer aussi sur la Russie. Essaie de s'appuyer sur la Russie, mais là, le rôle de la Russie est un peu particulier, on va en parler aussi, parce que les Russes jouent un rôle plutôt neutre dans ces affaires. Très en retrait. Très en retrait, ils ont des bonnes relations avec tout le monde, donc ils essaient de faire les intermédiaires. Et là, on ne peut absolument pas s'attendre à ce que la Russie, on ne voit d'ailleurs pas pourquoi, si on compare vraiment les deux situations, puisse s'investir autant qu'elle ne l'a fait pour la Syrie. Les situations ne sont absolument pas comparables. La Syrie, rappelons qu'il y a une base militaire russe en Syrie. Essentielle. C'est leur accès sur la Méditerranée. Le seul objectif des Russes, c'est de maintenir cette base et un régime qui leur permet de se maintenir. Point. Et après, les Russes ont de bonnes relations avec Israël, ils ont de bonnes relations avec l'Arabie Saoudite, ils en ont de bonnes aussi avec l'Iran, avec la Turquie maintenant depuis un certain temps. Et donc, ils jouent le rôle de médiateur parce qu'ils ont de bonnes relations avec presque tout le monde. Et donc, on ne peut pas dire que les Russes sont des alliés privilégiés de l'Iran. D'ailleurs, dans le conflit syrien, les tensions entre Russes et Iraniens sont nombreuses, parce qu'ils n'ont pas du tout la même stratégie pour la Syrie. Pour la Syrie. Rappelons d'ailleurs que l'Iran a participé directement dans le conflit contre l'État islamique en Syrie, avec justement en envoyant des unités des Pasdaran. Absolument, mais sauf que l'Iran est intervenu avant les Russes, via le Hezbollah et via quelques conseillers militaires. Le résultat n'était pas du tout probant. Et en fait, ceux qui ont remporté les victoires sur le terrain sont les Russes. Donc les Russes ont été efficaces, notamment au nord, parce que c'est le nord qui les intéressait pour leur base militaire. Et les Iraniens et leurs alliés en ont profité par la suite, par ricochet. Et puis ils n'ont pas du tout la même vision de la Syrie dans le futur, et d'où les accrochages. Voilà. En fait, en gros, pour conclure sur ce sujet, les Russes veulent un statu quo, ne veulent pas de conflit avec Israël, avec lequel ils ont de bonnes relations, et veulent un statu quo, un retour à la Syrie ancienne. C'est peut-être utopique, hein. Peut-être que les Iraniens ont une vision plus réaliste de la chose, alors que les Iraniens, via le Hezbollah, ne veulent pas de retour des réfugiés dans leur village d'origine. Ils préféraient une séparation ethnique en vue d'une future sécession, au cas où, parce qu'ils savent très bien que la guerre va recommencer à la première occasion, et ils préfèrent que les populations soient séparées pour une scission plus simple. Voilà, donc en gros, pour schématiser. De toute façon, revenons à notre sujet. Donc les États-Unis ne voient pas d'un bon œil un Iran tout-puissant dans la région, menaçant Israël, son allié naturel, menaçant les pays du Golfe avec lesquels ils ont d'excellentes relations économiques et militaires, puisque les États-Unis ont des bases dans les pays du Golfe, et puis surtout s'appuyant pour tout cela sur la Chine, économiquement. Voilà l'origine du conflit. Alors pour peut-être préciser un petit peu ce qui a pu entraîner déjà depuis 1979, mais surtout depuis 2003, une escalade de la tension à travers la question, on va dire, de la sécurité de l'État d'Israël, dans le cas de l'Iran. À partir de 2003, c'est le début de ce qu'on a appelé en fait la crise nucléaire, c'est-à-dire où a éclaté vraiment au grand jour les tentatives, les objectifs, mais qui remontent à assez loin, puisque c'est un projet qui avait été exprimé par Khomeini à la fin de la guerre entre l'Iran et l'Irak, c'est-à-dire en 87-88, le développement d'un potentiel nucléaire non plus civil, mais militaire. En 2003, oui. C'est un projet qui date du Shah d'Iran. Déjà. Mais sauf que les Américains, à l'époque, étaient favorables, puisque c'était leur allié. Alors, une chose, alors, et les Français, d'ailleurs, technologiquement aussi, avaient commencé à fournir des technologies. On se moque d'eux en disant, mais ils étaient d'accord quand c'était le Shah d'Iran. Mais c'est tout naturel d'être d'accord lorsqu'on a un allié dans la région, sur place, tout puissant. Ça, c'est une chose. Mais alors, doter un régime islamiste
de l'arme nucléaire, c'en est une autre. C'en est une autre. Donc, eh bien, tentative, en fait, de commencer à enrichir l'uranium, donc au-delà du seuil toléré pour les activités nucléaires civiles, et forcément, eh bien, violente réaction des États-Unis à partir des années 2003-2005. 2005, c'est l'arrivée à la présidence d'Ahmadinejad, et c'est la montée de tension avec Israël. Un peu d'ailleurs comme si il était bien commode, pour tout un ensemble de raisons politiques, d'avoir un ennemi, comme dit l'Iran, un grand Satan, en l'occurrence pour l'Iran, Israël. Ahmadinejad avait dit il faut rayer Israël de la carte. Et de l'autre côté, quel que soit d'ailleurs le gouvernement, mais surtout depuis le retour de Benjamin Netanyahou aux affaires, d'avoir l'Iran. Rappelez-vous, il avait brandi, je crois, à la tribune de la Knesset, son fameux carton avec les étapes les pourcentages d'achèvement du programme nucléaire iranien, montrant qu'il fallait urgemment les réduire à néant par éventuellement une intervention américaine. Et donc ça a couru jusqu'à la première vague de véritables sanctions lourdes économiques, à la charnière du premier et du deuxième mandat de Barack Obama en 2012. Et il y a eu donc une première grosse phase de sanctions économiques avec des gels d'avoirs, avec des embargos financiers, économiques, commerciaux, etc. et qui a duré jusqu'au premier accord dit de dénucléarisation qui a été signé à Vienne le 14 juillet 2015. Alors, c'est ce que critique Donald Trump. C'est là le cœur du sujet, finalement. Parce que, bon, on a expliqué un peu les origines de ce conflit et la raison. Ce qui met le feu aux poudres en ce moment, c'est que, effectivement, comme vous venez de le rappeler, donc il y a eu un accord sur les Iraniens, finalement, sous embargo, finissent par signer un accord à l'initiative des Européens tout de même au départ, donc pour la levée de l'embargo, et en contrepartie, ils gèleraient l'enrichissement de l'uranium en vue de la fabrication, de l'obtention du bombe nucléaire. C'est ça, ils bloquent à 3,67%, c'est le fameux pourcentage d'uranium, d'enrichissement de l'uranium maximal toléré. L'accord ne prévoyait d'ailleurs que sur une période d'une décennie, après 2025 n'était pas véritablement envisagé, et il s'engageait aussi à mettre hors service les 2/3 de leurs centrifugeuses, qui sont des éléments indispensables à l'enrichissement militaire de l'uranium. Alors, Donald Trump arrive au pouvoir et il remet ça en question. On le critique beaucoup. Sur ça, on dit mais c'est pas possible, l'Iran... En fait, bon, après, je sais bien qu'on peut toujours dire les Américains fabriquent de fausses preuves, etc. On ne va pas rentrer dans le détail de savoir est-ce que les Iraniens respectent cet accord ou pas, parce que c'est très compliqué, on n'en saura jamais rien. Les Américains ou d'autres, ou les Israéliens peuvent fabriquer de fausses preuves comme quoi ils sont en train d'enrichir quand même. Les Iraniens peuvent enrichir l'uranium tout en faisant semblant de ne pas l'enrichir. On n'en sait rien, mais c'est possible. Hein. C'est pas impossible que les Iraniens continuent à enrichir de l'uranium. Et c'est possible aussi qu'ils aient arrêté. Le problème, c'est que est-ce que la stratégie est bonne ? C'est-à-dire que, comme vous venez de le rappeler, les Iraniens, s'ils ont signé, ils ne sont pas des imbéciles, s'ils ont signé cet accord, c'est que l'embargo leur était quand même... Plus que préjudiciable. Le régime s'affaiblissait, le chômage atteignait des taux records, l'appauvrissement de la population, la révolte grondait, il y a eu des manifestations gigantesques. Je rappelle, en 2009, c'est ce qui s'est appelé le mouvement vert, qui a été d'ailleurs, c'était un mouvement en plus extrêmement jeune. On rappelle que la population de l'Iran a plus de 60% à moins de 30 ans. Et une population, on y reviendra peut-être, qui n'est pas forcément aussi acharnée dans la défense du régime de la révolution islamique que les Pasdaran, la milice on sait aujourd'hui islamique. que le régime est minoritaire. Hein, donc il a ses partisans dans certaines provinces, mais dans les grandes villes, il est ultra minoritaire, et dans le pays aussi. Enfin, il n'est pas ultra minoritaire dans le pays, il est ultra minoritaire dans les grandes villes, mais dans le pays, il est minoritaire. De peu, mais bon. Et donc, à savoir qu'il est minoritaire de peu, donc il a quand même une certaine base. Une ossature solide. Oui, mais parce qu'il fait vivre des gens. C'est-à-dire, en fait, c'est un régime corrompu, mais il maintient sous perfusion une certaine population qui lui est fidèle avec de l'argent. C'est-à-dire, les revenus pétroliers servent au régime à deux choses. Faire de sa puissance militaire quelque chose un moyen pour son hégémonie, et en même temps maintenir sous perfusion une certaine base pour le maintenir au pouvoir. C'est-à-dire, il y a
certaines populations pas éduquées du tout, pauvres, qu'il alimente avec de l'argent du pétrole, c'est-à-dire il la fait vivre, en gros, à condition qu'elle le soutienne. C'est exactement le même phénomène qui se passe avec le Hamas dans la bande de Gaza, qui se passe avec le Hezbollah au Liban, c'est-à-dire ce sont des populations très pauvres, toujours. Donc le Hezbollah ou le régime iranien ou le Hamas vous soigne gratuitement, vous donne à manger, vous loge, vous chouchoute en gros, voilà, alors que vous êtes vraiment misérable, et puis en contrepartie, vous le soutenez, bien évidemment, parce que sans lui, vous n'êtes plus rien. C'est une forme de clientélisme assez étonnante. Autant l'armée régulière a pu, ou peut encore, être l'ossature du régime en Égypte, par exemple, ou en Turquie, autant là, l'armée régulière iranienne est, depuis la révolution islamique, relativement laissée de côté, y compris d'ailleurs pendant la guerre Iran-Irak, mais le cœur du régime, militairement parlant, idéologiquement parlant et économiquement parlant, ce sont les gardiens de la révolution, ceux qu'on appelle les Pasdaran. Les Pasdaran paramilitaires représentent environ 120 000, 130 000 personnes, mais ce sont en même temps des détenteurs d'une puissance économique absolument faramineuse. Ils tiennent le marché noir, parce qu'il faut savoir que dans ces pays-là, quand il y a des embargos, mais même quand il n'y a pas d'embargo, ils vendent même de l'alcool. L'alcool est interdit. Vous voulez une bouteille d'alcool, les Pasdaran vous en vendent. Ils ont des espèces de zones franches où il y a même des plages où les Iraniennes peuvent se baigner. Ils contrôlent la prostitution. Il y a de la prostitution, il y a de l'alcool. Le passage de la drogue. En fait, c'est une vraie mafia. C'est une vraie mafia, mais qui détient les aéroports, qui détient le gros des infrastructures de transport, qui détient les grands marchés publics, qui détient, on va dire, les droits d'entrée et de sortie sur ce que l'on appelle le bazar, qui est le plus grand lieu, c'est en gros l'équivalent de la bourse de Chicago pour les denrées alimentaires. À Téhéran, c'est le bazar, lieu commercial indispensable. Tout ceci, ce sont les Pasdaran, la milice de défense intérieure et extérieure du régime, qui a la main mise sur l'économie du pays. Et derrière, en effet, en cascade, comme de très nombreux pays dictatoriaux, eh bien, un système clientéliste qui maintient, on va dire, un semblant d'ordre. Exactement. Alors, on va peut-être marquer une pause et on va reprendre en expliquant, en essayant de décortiquer cet accord. Et la stratégie de Trump. Et la stratégie, est-ce que l'embargo est bénéfique ou pas pour l'Occident? À tout de suite. Voilà, donc nous attaquons cette deuxième partie de l'émission. Donc nous parlions de cet accord qu'avaient signé entre autres les pays occidentaux. Conseil de sécurité plus l'Allemagne. Plus l'Allemagne, donc il y avait d'un côté et l'Iran de l'autre. L'Iran de l'autre. C'était un peu donc comme on l'a dit, le résultat du premier embargo. Et donc je dis ça parce que en réalité les Iraniens avaient besoin de cet accord. Ils étaient étouffés. Et un bon accord, il doit être bénéfique aux deux parties. En contrepartie de cet accord, ils se sont engagés à ne pas développer leur nucléaire. Sauf que cet accord leur a permis un certain développement économique, à vendre le pétrole et donc à faire rentrer de nouveau de l'argent. Argent qui leur sert, faute de développer leur nucléaire, et encore, comme on l'a dit, on n'en sait rien, mais admettons qu'ils ont arrêté de développer le nucléaire, leur permet quand même de développer leur puissance militaire dans la région. Alors, à telle enseigne que pour une puissance militaire relativement sous-équipée, et mal équipée et mal entraînée, sauf pour les Pasdaran qui accaparent, on va dire, le meilleur du matériel, eh bien l'Iran a en effet, grâce à cette manne économique, pu acheter par exemple les fameux missiles de défense russes S-300, qui sont particulièrement importants pour la sanctuarisation de leur territoire, d'une part, aussi des sous-marins, les fameux sous-marins de la classe Kilo, russes aussi, et ça fait partie des grands investissements pour essayer de remettre à niveau l'armée iranienne. Et puis surtout, donc, comme on l'a dit il y a quelques minutes, cet argent leur sert à se maintenir au pouvoir en alimentant leur base pas électorale, mais leur base de fidèles, le socle du régime, leur sert aussi à financer à l'étranger, dans leur zone d'influence, leurs hommes liges, comme on dit, c'est-à-dire le Hezbollah au Liban, c'est-à-dire certaines milices en Syrie, en Irak,
déstabiliser l'Arabie Saoudite, qui est à plus d'un tiers chiite, les populations chiites d'Arabie Saoudite, Bahreïn etc., aussi, et le Yémen, qui sont certes traités comme presque des demi-esclaves. Hein. Faut rappeler que les chiites en Arabie Saoudite, les populations, ce sont des Saoudiens. En plus, ils sont originaires des zones pétrolières. C'est-à-dire qu'en réalité, si on coupe l'Arabie Saoudite entre chiites et sunnites, ce sont les chiites qui bénéficieront de pratiquement tous les territoires producteurs de pétrole. Alors, il n'y a pas de statistiques fiables pour l'Arabie Saoudite, mais on estime environ 15%, le pourcentage de chiites dans le royaume. En réalité, certains parlent de 25%, mais en fait, comme vous le dites, mais dans les zones, en effet, les plus riches en hydrocarbures. On ne sait pas trop. Voilà. Donc, en tout cas, l'Iran utilise cet argent pour acheter des armes sophistiquées, envoyer beaucoup d'armes au Hezbollah libanais menaçant Israël, Syrie, Irak et déstabiliser les pays du Golfe. Donc tout cela ne fait pas évoluer l'Iran vers une démocratie ou vers plus de libéralisme. Alors effectivement, la population est moins pauvre, il y a un petit développement économique qui peut être bénéfique à une certaine bourgeoisie iranienne, c'est vrai, mais la stratégie des Occidentaux qui consiste à dire on fait en sorte que l'Iran se développe, ça va faire bouger les populations iraniennes vers plus de libéralisme et le régime aussi, c'est une plaisanterie. Parce que jamais un régime totalitaire enrichi n'a cédé au libéralisme. Enfin, dans l'histoire, j'attends qu'on me montre des exemples. La vieille théorie du commerce, hein, qui est vieille comme les premiers théoriciens libéraux à l'époque du siècle des Lumières, hein, des XVIIIe siècle, on a bien vu ce que ça a pu donner avec la Chine. La Chine, avec son intelligence de vieille civilisation, a réussi à hybrider le marché et la mondialisation avec la mainmise d'un régime communiste tout aussi impitoyable qu'avant. En réalité, ça met sous perfusion les contestataires, les populations mécontentes du régime, ça les fait satisfaire avec un peu d'argent, et puis terminer. Donc, quand on voit ça, on se rend compte que l'argent prime tout de même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde gagne de l'argent, parce qu'il y a aussi ça, hein, on était très contents lorsque l'accord a été signé, que les entreprises françaises aillent s'installer en Iran, tout le monde y a couru d'ailleurs, tout le monde était content de signer des contrats, donc formidable, on allait faire de l'argent. Et quid de la morale, quid de la politique, quid de la géopolitique, et on s'en fiche, on fait de l'argent. Des intérêts bien compris aussi de nos nations à nous. Oui, parce que quand je dis morale... Vendre des voitures en Iran, d'accord. Oui, mais... Quand je dis morale, je ne parle pas je me suis mal exprimé peut-être, hein, je ne parle pas de morale, faire la morale aux autres, chacun fait ce qu'il veut. C'est morale par rapport à nous, c'est-à-dire par rapport à la politique, à nos intérêts, à nos intérêts géostratégiques. Parce que nos intérêts géostratégiques, ce n'est pas que Peugeot vende plus de voitures en Iran. Et en contrepartie... En tout cas, pas forcément. Oui, et en contrepartie, on perdrait nos positions au Moyen-Orient en faveur d'un régime qui nous est hostile. Enfin, voilà, pour gagner quelques sous dans une entreprise et faire gagner quelques dividendes à des actionnaires. Enfin, c'est absurde. Alors, oui. À côté de ça, il y a aussi un autre facteur explicatif qui est, lui, interne à la politique américaine, qui est l'arrivée, en fait, dans les cercles de pouvoir autour de Donald Trump, de vieilles équipes, si je puis dire, qui sont, elles, issues des milieux républicains que l'on appelle, mais avec une expression un peu fourre-tout, néoconservateurs, et qui viennent souvent des équipes de George Bush Jr. En particulier l'actuel secrétaire d'État, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères Mike Pompeo, et le conseiller sécurité-défense, c'est-à-dire John Bolton. John Bolton, qui avait été nommé par George Bush Jr. responsable du désarmement entre 2001 et 2005. Ça vous indique un petit peu les orientations idéologiques. Cela, d'un côté, en plus aussi des orientations qui, par rapport au mandat Obama, reviennent beaucoup plus à un soutien, non pas inconditionnel, mais beaucoup plus fort à l'État d'Israël, aussi, du côté de Trump. Donc ce qui peut expliquer ce qui s'est passé il y a un an, mai 2018, quand Trump a décidé de sortir, justement, de l'accord de 2015. Mais il semblerait qu'il y a deux tendances dans l'administration de Trump. Il y a effectivement les Bolton et Pompeo, qui sont, eux, un peu va-t-en-guerre, si on peut dire. Voire beaucoup. Et Donald Trump et d'autres qui sont plus dans la diplomatie, en montrant les muscles, bien sûr, mais ça fait partie de la diplomatie, hein, les menaces, montrer ses muscles, montrer ses armes. Et donc...
il semble qu'il y a ces deux stratégies. Et il semblerait aussi que pour le moment, Donald Trump a assez de retenue, c'est-à-dire ne suit pas forcément ses secrétaires d'État et ses conseillers un peu va-t-en-guerre, enfin un peu beaucoup. Retenue qui viendrait aussi, paraît-il, de certains généraux du Pentagone, qui ne seraient pas du tout aussi va-t-en-guerre que les Bolton et Pompeo. Absolument. En tout cas, l'accord, donc les États-Unis dénoncent l'accord. Et sont très critiqués par notamment Emmanuel Macron et d'autres, les Allemands qui voient d'un mauvais œil cette ouverture de marché se refermer, parce que ces gens-là ne raisonnent que de cette façon. C'est-à-dire qu'on a une administration américaine qui raisonne intérêt géostratégique, etc. Et puis on a des Européens qui ne raisonnent que portefeuille, finance. Les Allemands veulent vendre... Ce qui est paradoxal, présenté de cette manière. Oui, mais non, sauf que les Allemands, ils veulent un marché. Emmanuel Macron aussi, très content que des entreprises françaises s'installent en Iran et gagnent de l'argent. Et après, peu importe si la France n'a plus ses positions, que les Américains n'aient plus, que le Moyen-Orient soit sous la coupe de tels régimes islamistes, enfin, ça n'a pas l'air de trop les... Parce qu'ils sont très confiants, en fait. Ils sont partis d'une idéologie qui consiste à dire l'argent fait le bonheur et libéralise tout, ce qui est absolument faux, parce que l'argent, ça fait du terrorisme, ça alimente le terrorisme. Je rappelle que la plupart des poseurs de bombes et des terroristes qui détournaient des avions étaient des gens aisés, voire riches. Et donc l'histoire qui veut nous faire croire que c'est la pauvreté, la misère qui crée le terrorisme, et éventuellement créer des viviers de recrutement, mais sûrement pas la racine du terrorisme en elle-même. D'accord. Donc, en fait, l'Iran tout-puissant des années 80, je rappelle, parce qu'on l'oublie souvent, posait des bombes, détournait des avions, kidnappait des Occidentaux, dont beaucoup de Français, faisait des attentats suicides au Liban, tuant 58 parachutistes de l'armée française, plus de 200 marines américains, parce que c'est ça l'Iran, donc on l'oublie. Donc l'Iran a fait beaucoup de terrorisme. On parlait du Drakkar. Je fais allusion au Drakkar, 58 parachutistes tués d'un coup par une voiture kamikaze du Hezbollah. Dans lequel était visiblement impliqué à la fois la Syrie. Donc oui, la Syrie vit, en fait c'était le Hezbollah qui à l'époque était une nébuleuse djihad islamique qui est devenue le Hezbollah. Donc c'était, quand l'Iran opère au Liban, c'est toujours via la Syrie, puisque par la force des choses, pour accéder au Liban, il faut passer par la Syrie. Mais donc, avec là aussi le soutien iranien. Les acteurs étaient une milice pro-iranienne au Liban. Donc c'était les attentats de la rue de Rennes à Paris, c'était l'Iran. Les otages français dans la banlieue chiite de Beyrouth pendant toute une décennie des années 80, où on les voyait leur visage à chaque ouverture de journal télévisé, c'était des milices pro-iraniennes. Voilà. Donc le terrorisme et l'Iran qui avait beaucoup d'argent. Donc voilà. Tout ça pour dire que l'accord a été... Parce que l'argument de Donald Trump, c'est de dire, mais en fait, on est en train d'enrichir notre adversaire. Et nous, on n'a rien à gagner, si ce n'est qu'il s'engage à ne pas développer sa future bombe nucléaire. C'est quand même peu. Même si, Donald Trump n'y croit pas, mais même s'il y croyait, il considère que c'est peu. C'est peu par rapport aux avantages que reçoit l'Iran. Alors on nous dit après, oui, mais c'est une mauvaise stratégie parce que si vous ça ne fait que les renforcer, que les embargos ne font que les renforcer. C'est là où moi personnellement je considère que c'est contestable, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense aussi comme vous. Je pense aussi que déjà l'affaiblissement économique est terrible, presque plus terrible que lors de la première grande vague de sanctions entre 2012 et 2015. C'est-à-dire qu'ils avaient réussi à parvenir à un niveau d'export d'hydrocarbures de 3 millions de barils par jour. Pardon, je vous coupe. Je rappelle juste aux téléspectateurs que l'Iran produit du pétrole, mais on n'en raffine pas. C'est-à-dire que ça paraît absurde. Du brut. Ils exportent du pétrole et ils importent de l'essence. C'est-à-dire qu'il y a parfois les Iraniens, la population iranienne peut parfois être en rupture d'essence, c'est-à-dire que les pompes à essence sont vides, alors qu'ils produisent du pétrole parce qu'ils ne savent pas le raffiner. Pardon. Ils exportent beaucoup, en effet. Donc, ils étaient à un taux de production, on va dire, au meilleur de leur forme, de 3 millions de barils exportés par jour, avec 2,5 millions, pardon, avec... Oui, 25, enfin, je sais qu'il n'y a pas longtemps, ils étaient à 25 millions par an. Oui, voilà. Et donc, ils sont tombés à 300 000 barils par jour. On est quasiment à moins 90%. Donc, et en plus...
après mai 2018, la dénonciation unilatérale par Trump, par les États-Unis de l'accord de Vienne, eh bien, il y a eu un moratoire qui a été laissé à certains pays, les États-Unis disant, des pays comme la Chine, vous pouvez pendant un certain temps continuer vos échanges, par exemple l'achat de pétrole brut à l'Iran. Or, en avril de cette année, les États-Unis disent c'est fini, maintenant quiconque commerce avec l'Iran sera aussi passible de sanctions de notre part. Et la Chine, eh bien, on aurait pu penser que la Chine allait braver cette interdiction américaine et continuer d'acheter à l'Iran. Or, non. Et c'est ça aussi, parce que la Chine étant l'un des principaux, voire le principal client de brut pour l'Iran, l'Iran est mise dans une situation gravissime pour son économie. Alors on nous dit les sanctions renforcent le régime. Les sanctions peuvent, par réflexe à la fois patriotique et de soutien au régime, renforcer en effet idéologiquement la base, les pasdaran. En revanche, elles peuvent aussi exciter toute une population jeune, relativement bien éduquée, bien formée et qui ne veut absolument plus du régime des mollahs et des ayatollahs. Elle peut exciter cette frange de la population, elle peut provoquer encore plus l'exaspération et la colère. Effectivement, mais l'histoire nous le prouve, puisque les premières sanctions, comme vous l'avez rappelé, avaient au bout de quelques années, certes, provoqué des manifestations gigantesques. Le régime a dû commencer à s'inquiéter, a dû réprimer sévèrement. Et donc, on sait que ce genre de sanctions finissent assez vite par exaspérer des populations qui finissent par en vouloir au régime en place. Alors, ils peuvent avoir un sentiment anti-américain, bien évidemment, et les Perses sont très nationalistes, effectivement, mais le premier responsable de tout ça, c'est le régime. C'est un régime qui n'est pas apprécié, et il y a de fortes chances que les populations exaspérées essayent de le renverser. Donc voilà, on verra, peut-être qu'on se trompe, mais en tout cas, ce n'est pas en enrichissant un régime de ce genre qu'on l'affaiblira. Ni l'Union soviétique n'a été affaiblie par le commerce, ni tous les régimes totalitaires. Le pétrole n'a fait que les enrichir. On voit bien, le Venezuela, Chavez, grâce au pétrole, a pu se maintenir. Qui a été un proche ami d'ailleurs du régime iranien. Du régime iranien, ils se connaissent tous. Voilà. Alors tous ces pays ont quand même un gros problème, c'est que grâce au pétrole, ils ne développent plus rien. Et en fait, c'est un gros piège, parce que le pétrole ayant baissé, les États-Unis étant indépendants aujourd'hui au niveau du pétrole, tous ces producteurs de pétrole, l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Venezuela, même la Russie, producteurs de gaz et de pétrole, c'est un peu des rentiers qui vivent de cet argent et qui finalement ne font plus rien. Et quand cet argent, cette manne baisse, ils se retrouvent sans rien, enfin ils se retrouvent très faibles. Et donc on voit bien le Venezuela, maintenant, Chavez a vécu longtemps sur cette manne pour se maintenir au pouvoir, alimenter une clientèle de Vénézuéliens, et puis du jour au lendemain, le prix du pétrole ayant baissé, eh bien, ils ne pouvaient plus distribuer autant, et puis la grogne commençait. On aurait pourtant pu croire qu'avec cette manne-là, il aurait fait du Venezuela le pays le plus développé d'Amérique. Oui, non, mais c'est une manie chez les producteurs de pétrole. Ils ne développent rien. Au Gabon aussi, par exemple. Partout. Bongo, on a vu les pays du Golfe aussi, d'ailleurs, le paye très cher. Hein, voilà. Donc, il nous reste peu de temps. En fait, finalement, ce sujet nous a rappelons que l'on enregistre le 28 juin, c'est-à-dire que le sommet du G20 d'Osaka vient de commencer, et donc on va voir comment l'Union européenne et Macron vont se positionner pour essayer de faire les intermédiaires entre l'Iran et les États-Unis. Et puis aussi, on va voir, et ça vous vouliez en venir à ce sujet-là, ce qu'il va ressortir de la rencontre entre le président chinois, Xi Jinping, et Donald Trump. Oui, parce que pour l'Iran, nous allons voir, mais en tout cas, voilà ce que nous pensons. Effectivement, parce qu'il y a deux fronts pour les États-Unis, il y a le Moyen-Orient et il y a la Chine aussi, qui est, je dirais même plus important. La guerre économique que mène Donald Trump contre la Chine, soyons clairs. Il considère qu'on a tout cédé, qu'on a tout donné aux Chinois, notamment notre industrie, quand je dis notre, c'est-à-dire l'Occident entier, pas que les États-Unis. Les technologies et l'industrie. Et il dit, finalement, nos populations n'auront plus de travail si ça continue comme ça, et nous serons dépendants de la Chine au point de vue militaire, même militaire, parce que s'ils détiennent les moyens de communication, on ne pourra plus rien faire à terme. Hein. Et donc, il considère que finalement, on leur a tout donné et que le jeu est déséquilibré. Exactement. Et donc,
tout ça se renégocie. Alors on se moque de Donald Trump, on s'est moqué de lui lorsqu'il avait menacé la Corée du Nord, on s'est moqué de lui lorsqu'il a signé des accords avec la Corée du Nord, on se moque de lui avec les Chinois. On est à la barbe de la Chine d'ailleurs. Exactement. Et donc il signe des accords bilatéraux avec la Corée du Sud, avec le Japon, avec tout le monde pour affaiblir des accords économiques bilatéraux pour affaiblir les Chinois. Les Chinois sont très inquiets de ce qui se passe. Et donc si les Chinois sont très inquiets, c'est que ce n'est pas si crétin que ça, ce que fait Donald Trump. À tel point d'ailleurs, un petit exemple, qu'ils ont entamé, entre autres, des manœuvres de rapprochement économique avec le Japon. Oui. En allant, Xi Jinping rencontrant Shinzo Abe, voyage officiel. Sauf que les Américains ont torpillé tout ça. Et oui. Et donc, ce qui se passe, c'est que les Américains veulent revoir tous les accords avec les Chinois qui bénéficient, rappelons-le, de privilèges pour exporter leurs marchandises vers l'Europe. En fait, ils fabriquent tout chez eux et surtaxent les produits. Enfin, en gros, il y a un déséquilibre de la balance commerciale. Sauf que la Chine aussi n'est pas si puissante. Parce qu'on nous dit, mais on ne peut pas, la Chine, puissance mondiale. On dit dans le cas des États-Unis, l'interdépendance économique des deux. Et en fait, c'est une interdépendance qui est en trompe-l'œil, puisque la Chine est en réalité beaucoup plus dépendante économiquement des États-Unis que les États-Unis ne le sont de la Chine et des investissements chinois, en particulier dans les fonds de pension géants. Parce qu'en fait, en réalité, la Chine triche sur les chiffres, sur la croissance chinoise. Et comment on le sait? Parce qu'en fait, il y a plusieurs indices. Il y a la croissance et puis après, il y a plusieurs indices industriels et autres. Et en fait, on se rend compte que si on fait le calcul, le résultat ne correspond pas. Les résultats ne correspondent pas, c'est-à-dire qu'ils trichent sur les chiffres de la croissance. On sait que la croissance n'est pas si... D'abord, elle est en baisse. Et puis, de toute façon, même quand elle était très forte, elle n'était pas aussi forte qu'il prétendait qu'elle l'était. Et donc, l'économie chinoise est florissante, certes, mais pas autant qu'ils le disent. Et puis, les Chinois copient beaucoup, en fait. Donc là, bon, effectivement, il y a un conflit sur ce qu'on appelle les technologiques, sur la 5G, etc. Et ils pourraient détenir, parce qu'ils détiennent un peu la production, enfin, c'est devenu l'usine du monde occidental, donc ils détiennent la production. Et c'est vrai qu'ils peuvent nous embêter beaucoup en coupant cette production, parce que nous, on est un peu démunis, on s'est un peu déshabillés. Cela dit, technologiquement, ils sont très en retard. Je ne parle pas au point de vue industriel. Il y a beaucoup de copiage, mais ils n'inventent pas beaucoup. Et puis, en fait, en résumé, leur puissance vient de notre faute. On les a rendus puissants, ils ne sont pas devenus puissants par eux-mêmes, par leur développement économique. Ils sont devenus puissants parce que les mondialistes occidentaux, Obama, Clinton, et puis toutes sortes de dirigeants européens et d'autres avant eux, ont donné sur un plateau d'argent à la Chine, clé en main, toute cette puissance. Donc en fait, finalement, la Chine n'est pas si puissante que ça, c'est nous qui avons fait sa puissance, et il nous suffit de la retirer. Il me semble. C'est ce que pense Donald Trump. C'est ce qu'essaye de faire Trump. Alors on a vu, vous parliez justement de la technologie de la 5G, sanctions, lourdes amendes infligées au numéro 1 actuel chinois, Huawei. Huawei qui se positionne en tête justement dans les grands projets de réseau 5G et de développement technologique au niveau numérique et ainsi de suite. Et ça fait partie de ces offensives particulièrement brutale, pourrait-on dire, on va dire assez virile, que Trump inflige sur l'économie chinoise avec des rétablissements de mesures protectionnistes dures, des taxations sur les importations de produits chinois manufacturés, et ainsi de suite. Et en ce sens, il agit au moins en fonction de ce qu'il considère être les intérêts du pays dont il est président. On ne saurait en dire autant de tous nos dirigeants. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut critiquer. Bon, il y a un anti-américanisme latent en Europe, particulièrement en France. Mais si on veut comprendre ce qui se passe et analyser ces événements à froid, il faut d'abord partir d'un principe simple. C'est que nous ne sommes pas américains, et Donald Trump et les Américains ne sont pas européens ni français. Alors certes, les Américains, finalement, en grande majorité, sont d'origine européenne. Donc en fait, on oublie ça aussi. Ce sont des Européens sur un autre continent. Donc ils ne sont pas si loin de nous quand même. Mais, je veux dire, en tant que nation, les Allemands ne sont pas des Français, on n'a pas les mêmes intérêts que les Allemands. On a tendance à l'oublier. On a tendance à l'oublier. Surtout nous, pardon. Surtout eux nous. Pas. Donc les Italiens ne sont pas des Britanniques et les Américains ne sont pas des Allemands, ni des Français, ni des Suédois. Alors
il faut se mettre dans la peau d'un Américain. Si nous étions Américains, nous serions très contents. Il ne faut pas en vouloir à Donald Trump de taxer le vin français, par exemple. Si nous étions Américains, nous serions bien contents. Nous ne comprendrions pas que nous ne taxions pas le vin français alors que les Français taxent les produits américains. C'est tout à fait logique. Ceux à qui il faut en vouloir, ce sont nos dirigeants, pas les autres qui font l'intérêt de leur peuple, ce qui est tout à fait naturel. Et c'est pour ça qu'on essaye d'avoir un regard un petit peu libre et surtout libéré des préjugés anti ceci ou pro cela. Pro cela, exactement. Et qu'on essaye, le point de vue de Sirius, comme disait Montesquieu. D'ailleurs, pour conclure, il nous reste peu de temps. On arrive sur l'Europe et cette Europe dite allemande, parce que là aussi, quand on parle d'Union européenne, très souvent, sur le plan économique en tout cas, c'est l'intérêt des Allemands. Et on veut nous faire croire qu'il n'y a pas d'intérêt allemand, c'est l'intérêt de l'Europe. Mais en fait, non, on n'a pas tous les mêmes intérêts en Europe. L'économie allemande est faite différemment de l'économie française, et donc ces intérêts ne sont pas les nôtres, de même pour l'Italie, de même pour tous les autres pays européens. On parlait de Donald Trump, on peut dire la même chose de Vladimir Poutine. On ne peut pas reprocher à Vladimir Poutine de faire telle action en Ukraine ou telle action avec tel accord avec tel pays. Il fait l'intérêt, tel accord, ce qu'il fait en Syrie, ça nous convient peut-être pas nous, mais ça convient aux Russes. Voilà, et c'est tout à fait normal. Voilà. C'est normal. Mais nous, on n'a pas à nous calquer ni sur les Russes, ni sur les Américains. On a à faire ce qui est dans notre intérêt. Et donc, cette Allemagne, cette Allemagne qui a, elle, intérêt à vendre, à exporter, parce qu'ils ont une monnaie, l'euro, qui est faible par rapport à ce qu'aurait pu être le mark. Donc, ils ont intérêt à la garder, ce qui n'est pas notre intérêt. Ils ont intérêt à exporter énormément vers la Chine, parce que les Allemands exportent vers la Chine. Machine-outil en particulier. Donc, la Chine, c'est intéressant pour les Allemands. Ça ne l'est pas pour les Américains, ni pour les Français, ni pour les Italiens. Mais c'est intéressant pour les Allemands. Donc, en fait, ils voient d'un mauvais œil tout ce changement de système provoqué par Donald Trump, parce que eux, finalement, ça les arrange bien que les Chinois soient puissants, parce que plus les Chinois sont riches, plus ils leur achètent des voitures de luxe et certains produits de pointe qu'ils n'ont pas. Vous parlez de l'Allemagne, ça pose aussi tout un ensemble de questions, déjà concernant très largement l'avenir de l'Europe, l'avenir du tandem, entre guillemets, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce tandem franco-allemand, et l'avenir de la politique intérieure et extérieure de l'Allemagne en fonction de ce que va devenir Angela Merkel. Oui, pardon, je vous coupe. Dans notre dernière émission, notre invité nous a expliqué que le tandem franco-allemand n'existe pas en langue allemande, c'est-à-dire que les Allemands ne voient pas de tandem, ils se voient eux seuls. Donc ça, c'est un mythe français. Français. Alors justement, je renvoie à un excellent article de l'avant-dernier numéro de la revue de géopolitique Conflit, de quelqu'un que vous connaissez bien, c'est le professeur émérite, maintenant Georges-Henri Soutou. Bien sûr, c'était mon professeur. Voilà, et Georges-Henri Soutou fait une analyse comparée à la fois du traité d'amitié de l'Élysée de 1963 et du traité qui a été extrêmement décrié, et en grande partie à juste titre, d'Aix-la-Chapelle, que l'on a signé avec l'Allemagne récemment. Et il montre bien que la mobilette franco-allemande, comme il dit, roule avec un gaz faible, et en tout cas un mélange assez défaillant, et que c'est un déséquilibre, c'est une dissymétrie totale que nous nous obstinons à ne pas voir, mais dont les Allemands sont très très bien conscients. Après, la question, ça va être celle du remplacement alors anticipé ou pas, puisque Angela Merkel est censée achever son dernier mandat, vu qu'elle ne se représentera pas, ne se représentera pas à la tête de la CDU, et son mandat devrait s'achever en 2021. 2021, si elle va jusque-là, problème de santé ou pas. Bon, ça, mais vous croyez sincèrement que son successeur va être très différent de ça? Alors, la fameuse, on en a parlé, un AKK, comme disent les Allemands, Annegret Kramp-Karrenbauer, c'est un peu long à prononcer, qui semble issue d'une tradition relativement différente. C'est-à-dire que c'est une Allemande de l'Ouest et pas de l'Est. Aucune compromission avec l'ex-RDA, comme ça a été le cas d'Angela Merkel. C'est une catholique, alors que Merkel est une fille de pasteur protestant. Oui. C'est quelqu'un qui a passé vraiment sa vie dans le parti, qui a attendu assez longtemps avant d'arriver au cercle dirigeant du parti. Et c'est quelqu'un qui semble être, malgré son soutien indéfectible à Merkel, que ce soit sur les questions des migrants, du mariage homosexuel, etc., qui semble être un peu plus conservateur, et un peu plus libre de ton, ce qui n'est pas difficile en même temps, que Merkel elle-même sur les questions, comme on dit aujourd'hui, sociétales.
Mais après, Écoutez, défense des intérêts allemands, est-ce que ça va évoluer? En tout cas, pour nous, Français, je ne pense pas. je ne pense pas, mais on fera peut-être une émission sur ce sujet, parce que cette émission est terminée, mais ça méritera dans le futur proche une émission sur l'Allemagne et la puissance allemande. Cette émission est terminée. Merci Tancred Besse de nous avoir éclairé sur ces sujets. Merci Richard Haddad. Merci chers téléspectateurs et à très bientôt.